l'enregistrement de la conférence est lancé. Je vous remercie beaucoup pour votre présence à cette conférence pédagogique organisée donc par la Caisse d'allocation familiale en partenariat avec l'association Agir pour la petite enfance, et ce dans le cadre de la 13e édition de la Semaine de la petite enfance. Quand on a échangé avec Monsieur Mathieu, l'approche pédagogique de Reggio Emilia nous a paru un thème intéressant, un sujet intéressant, qui répond bien également au thème de cette année, qui est, dans le cadre de la Semaine de la petite enfance, des équilibres. Je vais laisser Monsieur Mathiasco se présenter et animer cette conférence qui se veut, comme je le disais en introduction, interactive avec vous, professionnels de la petite enfance, professionnels de terrain, en structure collective, mais également dans l'accueil individuel. Eh bien, écoutez, bonne conférence à toutes et à tous. Je vous laisse la parole, Monsieur Mathiasco. Merci beaucoup pour cette introduction. Du coup, moi, je suis Andrew Matiasco, je suis éducateur de jeunes enfants de formation. Donc, j'ai été moi-même en structure d'accueil pendant un moment et maintenant, je suis le référent pédagogique et transmission de l'association Je gère pour la petite enfance. Et aujourd'hui, justement, on se retrouve pour parler de Reggio Emilia, qui est vraiment une pédagogie qui me tient à cœur et qui tient à cœur aussi à l'association sur plein de fondements qui rejoignent beaucoup de choses dans lesquelles on se reconnaît et on espère qu'on pourra vous transmettre aussi à travers ce moment d'échange. Déjà, avant toute chose, merci d'être présent et vous allez voir que durant ce moment d'échange, hein, vraiment, parce que pour moi, ça a vocation aussi d'être un moment d'échange, c'est que je vais vous parler de beaucoup de choses sur Reggio Emilia, donc faut pas hésiter à poser des questions dans le chat ou à ouvrir son micro. Moi, je suis ouvert à tous ces moments d'interaction. L'idée, c'est qu'on puisse justement interagir aussi. Et pour ça, justement, je me posais la question vous êtes aujourd'hui présent, mais est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà Reggio Emilia ou pas du tout? Et que c'est une totale, pour vous, nouveauté, on va dire, dans vos pratiques, qu'on pourra peut-être aborder aujourd'hui ensemble. Donc n'hésitez pas à l'écrire aussi dans le chat, comme ça on va voir si tout le monde arrive à avoir bien accès à cet espace de conversation pour qu'on puisse justement plus facilement aussi interagir durant ce moment. Bon, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont déjà Oui, en train d'écrire, train donc c'est d'écrire, super. tout à fait. Ah, j'attends juste que vous me mettiez oui, non, et après j'attaque directement sur cette question de réseau. Vous connaissez un peu? Ok, super. Oui, ma collègue et moi connaissons, mais hâte d'en découvrir un peu plus. Oui, non, je connais pas. Ok, bon c'est bien, c'est de la diversité au moins, et comme ça, vous allez voir que je vais peut-être aborder des notions que vous connaissez, peut-être des nouvelles que vous connaissez pas. Et l'idée, c'est qu'on puisse, justement, en fait, c'est que potentiellement, on en a déjà entendu un peu parler de Reggio Emilia, ou du moins du nom. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette pédagogie? C'est ce qu'on va essayer de déceler derrière ce moment d'échange ensemble. Euh, Avant toute chose, quand même, je voulais vous présenter un peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui parce que Reggio Emilia, en fait, c'est très, très, très large niveau pédagogie. Il y a beaucoup de choses dessus. Donc, on va pas pouvoir forcément tout faire, mais je vous ai vraiment fait un coup d'éventail sur à peu près plein de choses. Tout simplement, on va commencer par un petit repère chronologique parce que cette pédagogie, elle s'inscrit vraiment dans un contexte qui est très important à prendre en compte. Derrière, en quoi ça consiste? Et là, du coup, on va se reconnaître. Vous allez comprendre pourquoi on dit qu'on se reconnaît aussi avec l'association, c'est qu'il y a la question du trio. Donc la place de l'enfant, le rôle du professionnel, le rôle du parent et même de la communauté. Du coup, après un peu d'aménagement de l'espace, et là, vraiment propre à Reggio Emilia, la question des sans-langage, la documentation. Qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement, nous aussi, sur le terrain demain? Ce que l'on peut en retenir vraiment à la fin. Donc voilà à peu près le sommaire. Donc vous avez vu, il est quand même assez costaud, hein. On va pas s'ennuyer pendant cette petite heure et demie ensemble. Donc, l'idée c'est que voilà, il faut vraiment pas hésiter à poser des questions par rapport à tout ça. Sur les repères chronologiques, en fait, pourquoi je vous dis c'est si important et pourquoi c'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte. C'est parce qu'en fait, Reggio Emilia, en fait, c'est une ville en Italie, et la pédagogie, elle vient du coup d'un pédagogue, comme on peut avoir Maria Montessori ou d'autres pédagogues, mais ça vient de Loris Malaguzzi, qui est, vous allez voir en fait, qui est lui né dans une famille d'un père peintre
en bâtiment et d'une mère enseignante. Donc il avait déjà un petit pas dans cette question de la pédagogie. Il est vraiment dans une famille assez modeste et en fait, dès l'enfance, il est entouré complètement de toute la question de l'art autour de lui. Lui, vraiment, c'est ce côté, la sensibilité artistique qui est mise en avant aussi et tout le côté pédagogique avec sa mère. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis c'est si important. Parce que comme vous voyez, on est en 1920. Donc, après, on va être dans un contexte de guerre. Et justement, ce contexte de guerre, en fait, va vraiment être des moments clés avec Reggio Emilia derrière, parce que c'est post-Seconde Guerre mondiale que toute sa pédagogie va prendre de son sens. Il a fait justement ses études en fait à Rome, et en fait à ce moment-là, pendant ses études, il s'est intéressé à différents pédagogues, parce que pour lui, justement, Loris Malaguzzi, c'est que il a essayé de se nourrir de toutes les pédagogies qui existaient déjà, ou les pédagogues qui étaient à son époque, pour essayer de voir ce qui était fait et comment lui aussi il pouvait le transposer ensuite. Donc du coup, il s'est inspiré de Jean Piaget, notamment sur, l'enfant, toute la construction autour de sa connaissance de l'enfant. Vous allez reconnaître sûrement, certains points. La Vygotsky, plus sur l'apprentissage et les interactions et Dewey, plus sur la part de l'expérience, vraiment par le faire. En fait, c'est comme on dit, souvent, l'enfant, il apprend par la manipulation, par le jeu, par l'expérimentation et du coup, on le retrouve dedans. Et ce pourquoi justement je vous disais, il s'est inspiré d'eux, mais c'est qu'après il a voulu, créer sa première structure en 1946. L'idée de sa première structure, à Loris Malaguzzi, lui, c'est que voilà, on est dans un contexte en Italie dévasté par la guerre. Il rentre dans son village, où tout est à reconstruire en fait et du coup, son idée a été de construire une école à destination des enfants. Donc en fait, au départ, lui, ça a été pensé pour une école, mais en fait, on va se rendre compte que en fait, ça s'est étendu à toutes les tranches d'âge. De base, c'était vraiment, cette question de pas seulement en fait, l'éducation, la pédagogie n'était pas seulement un droit, mais c'était vraiment un véritable pilier dans le développement des enfants, mais aussi de la communauté. Parce que pour lui, l'éducation de l'enfant, c'est vraiment toute la communauté qui y participe. Comme, comme le proverbe qu'on peut entendre justement qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, pour élever un enfant. Bah, en fait, on est exactement dans cette dynamique-là. Donc en fait, il a commencé à créer, à penser une école, vraiment autour de cette question-là, dans sa région natale, pour justement mettre en avant ce côté, de travail tous ensemble. En 1970, du coup, il y a le premier centre Loris Malaguzzi qui ouvre et là, c'est vraiment un centre de formation. Donc là, c'est pour, en fait, les professionnels de la petite enfance, qui alors, il y a pas de terme équivalent, donc je pourrais pas vraiment dire, c'est quoi, l'équivalent avec nous, la France, au niveau de l'intitulé, on va dire, de la fonction des professionnels qu'il y a dans ces institutions. Parce qu'en fait, il y a pas d'équivalent. Donc, je pourrais pas exactement dire le terme précis que lui, on peut y retrouver. Mais en fait, toute sa conception est faite autour de la formation des professionnels et qu'en fait, c'est toujours comme une forme de binôme, en fait, qui est en place dans les structures. Il y a toujours ce côté, professionnel et ateliériste, qui est là vraiment le croisement entre la pédagogie et l'artiste. Et là, on retrouve, en fait, tout simplement, le milieu familial dans lequel il a évolué, sa mère et son père. On retrouve exactement la même chose. Parce que pour lui, justement, l'ateliériste va être celui qui va faire des propositions à l'enfant autour de l'art, des différentes formes d'art. Et il y a quand même ce côté pédagogique qui est assuré aussi par les professionnels qui entourent l'enfant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je garde un œil sur la conversation. Juste après ça, du coup, bah, en fait, ça a été les grandes avancées et en 1970, du coup, il a vraiment, on va dire théorisé 2 principes principaux, ceux qu'on va voir aussi. La question des 100 langages de l'enfant. Là, c'est vraiment ce côté, de conception, c'est vraiment la diversité des moyens d'expression des enfants, et bah, tout simplement, on le retrouve même à l'heure actuelle, nous, dans notre quotidien, hein, en tant que professionnels de la petite enfance, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a plein de façons différentes que les enfants ont de s'exprimer et ça, bah, tout simplement, on le retrouve aussi à travers, bah, les différentes chartes ou référentiels qui nous accompagnent, ou tout simplement, bah, dans la charte, il y a un des critères qui est un des principes où il y a indiqué que pour l'enfant, tout est langage, corps, jeu et expérience. Donc on se rend pas compte que ça a aussi une influence sur en fait, sur ce qu'on fait déjà à l'heure actuelle et bien sûr un côté documentation qu'on va voir ensemble parce que c'est un point très important pour rendre justement l'apprentissage des enfants le plus visible et le travail aussi que les professionnels font le plus visible possible.
Bon, j'ai fini ce côté historique parce que l'idée, c'est quand même d'aller dans le fond de Reggio, mais il fallait quand même un peu de contexte parce que c'est un contexte un peu particulier. Et du coup, vous allez voir, je vous ai mis plein de petites citations en fait de Loris Malaguzzi parce que pour moi, c'est important qu'on puisse s'imprégner aussi de justement sa pédagogie. Notamment là, l'une de ces citations, c'était que chaque enfant naît avec 100 langages, la structure et la société lui en volent 99. Bon, vous allez comprendre, c'est parce qu'on dit qu'on valorise surtout le langage verbal. Mais en fait, on se rend compte que dans la petite enfance aussi, notamment nous, on le fait on lui propose plein de propositions et une grosse diversité qui fait qu'on essaye de lui offrir ses 100 langages, et on va le voir ça un peu plus en détail. Alors, est-ce que vous avez un ordre d'idée de ce qui rend un peu la pédagogie de Reggio Emilia un peu unique? Ou, pour vous, ou est-ce que vous avez, pour les personnes qui ont déjà quelques petites notions, est-ce que vous avez quelques petites pistes de pourquoi cette pédagogie à l'heure actuelle, elle est considérée comme novatrice, comme assez remarquable et qu'elle est reproduite un peu partout dans le monde? Hem pourquoi elle est assez unique? Est-ce que vous avez un petit ordre d'idée par rapport à ça ou pas du tout? Je vous laisse écrire dans la partie, commentaires avant que je vois qu'il y a des gens qui écrivent, c'est génial. Aucune idée? Ah bah, c'est parfait, du coup, on va pouvoir éclairer je vais pouvoir vous éclairer là-dessus. Alors pourquoi en fait, c'est un peu unique au niveau de la perception concrètement de ce qu'il a? C'est en fait, c'est plus, le positionnement concrètement qu'il donne à chacun des acteurs que nous on connaît, très bien, au quotidien, l'enfant, le professionnel, le parent. Et on va voir justement c'est quoi cette question du trio aussi, comment elle est interprétée et comment elle est mise en avant dedans. Alors je vois qu'il y a aussi l'utilisation des éléments naturels. C'est vrai, c'est l'un des éléments aussi, et l'enfant est maître de son exploration. Bah, tout à fait, vous avez mis en avant justement quelques éléments précieux dans sa pédagogie et qu'on va pouvoir voir. Bah, parce que déjà en fait, c'est une pédagogie et pas une méthode. Ça peut paraître tout bête à dire comme ça, mais c'est juste qu'il n'existe pas de programme Reggio Emilia. C'est qu'il y a pas une méthode clé, il y a pas un matériel spécifique. Justement, quand vous dites: «On utilise beaucoup d'éléments naturels», bah oui, en fait, on fait aussi avec ce qui nous entoure. Et c'est ça aussi quelque chose qui est extrêmement mis en avant, c'est qu'il y a pas de méthode non plus à reproduire à l'identique. On peut souvent faire le comparatif, par exemple, avec, Maria Montessori où on a, le matériel qui a une utilisation et une vraie propriété dans l'utilisation du matériel, et un int et du coup, des propriétés dans le développement de l'enfant. Là, dans la pédagogie de Loris Malaguzzi et du coup de Reggio Emilia, il y a pas ce côté méthodologique. L'idée, c'est vraiment une question de la posture. C'est une façon d'être avec l'enfant. Notamment ce que vous avez dit, l'enfant est maître de son exploration, c'est justement cette question de la posture qui est vraiment mise en avant. Dans ce qui vraiment les fondements en fait, c'est que, et ce pourquoi je vous ai dit, c'est vraiment un contexte aussi à prendre en compte au départ, c'est que cette pédagogie de Reggio Emilia, en fait, elle est pas, uniquement, mise en avant dans la structure, c'est que c'est vraiment toute la collectivité. C'est toute la ville qui est impliquée dedans. Tous les acteurs de la ville sont entièrement mis dedans. C'est qu'en fait, la question de, la vision de l'enfant, de l'éducation, c'est vraiment toute la ville qui y pense. Et en fait, quand on regarde le contexte historique, c'est assez logique en soi. C'était post-Seconde Guerre mondiale, reconstruction de la ville, et du coup, bah, c'est tout le monde qui a dû participer à cette reconstruction et à partager une vision autour de l'enfant. Et moi, je sais que quand j'avais commencé à m'intéresser à Reggio Emilia, une phrase qui m'avait énormément, marqué, c'était que justement toutes les personnes qui ont été à Reggio Emilia, qui ont, grandi à Reggio Emilia, sont extrêmement fiers de dire que c'est des enfants de Reggio Emilia. Il y a une vraie fierté aussi, autour d'eux, autour de ça, de cette dimension collective, parce que c'est vraiment toute la communauté, toutes les personnes du village qui y participent à cet accompagnement. C'est d'où un peu la singularité aussi de cette pédagogie, c'est que du coup, c'est pas propre au lieu d'accueil, de l'école, la crèche ou autre. L'idée là, c'est que c'est vraiment tout le monde qui fait qu'un. Et ben, en fait, quand vous regardez ça, on va retrouver certains fondements même que nous on essaye, de transmettre avec la semaine, qui est, tout simplement la question du trio, enfants, parents, professionnels. Et puis quand on dit le quatuor, s'ouvrir vers l'extérieur, s'ouvrir vers des partenaires, vers les collectivités. En fait aussi, on a tiré ça de pédagogie qui nous inspire, notamment du coup Reggio Emilia, tout simplement.
Et c'est parce que ça a un profond intérêt aussi, de pouvoir créer du lien avec, dans quel environnement évolue l'enfant. Et dans cette question-là, bah, il y a la question de la triade, tout simplement. La triade, les 3 acteurs indispensables dans cette approche, l'enfant, le professionnel et la famille. L'idée qui est extrêmement importante dedans, et que je pense qui est vraiment un élément aussi, fondamental à retenir même dedans, c'est que chacun a à apprendre de l'autre. C'est que tout le monde a des connaissances à partager. Que ça soit de la position de l'enfant, du professionnel, de la famille, c'est que tout le monde a à apprendre de l'autre et qu'on est vraiment dans une posture de co-apprenant. Et c'est extrêmement intéressant justement cette question de co-apprenant parce que du coup, c'est cette question, d'échange, on va dire, dans notre quotidien. On l'a plus facilement avec les familles bah, on a besoin de connaître de savoir comment ça se passe de leur côté pour, bah, accompagner au mieux leur enfant dans le déroulé de leur journée ou dans la continuité de l'accompagnement qu'on peut avoir avec lui. Mais là aussi l'enfant, on apprend de lui. C'est-à-dire qu'on apprend de lui, bah, je vais rien vous apprendre par rapport à ça, mais on l'observe et du coup, on adapte notre accompagnement par rapport aux observations qu'on fait. C'est vraiment ce principe-là de co-apprenant. Ces questions de co-apprenant et c'est vraiment une approche, très importante pour eux parce que, comme je le disais, en fait, eux, c'est vraiment cette côté de ils piochent un peu dans plusieurs pédagogies. Après, ils s'appuient sur les différentes sciences du développement pour après faire évoluer la pratique, mais de façon assez rigoureuse. Donc l'idée dedans, c'est qu'en fait, c'est un esprit en recherche en permanence. Ce qui est extrêmement du coup intéressant avec Reggio Emilia, c'est qu'ils étaient assez pionniers, dans de ce côté de, bah, se rapprocher de la science et puis on dit que c'est assez pionnier et c'est un peu ce qu'on fait nous aussi à l'heure actuelle parce que, on a appris énormément de choses ces dernières années au niveau des neurosciences et du coup on adapte nos pratiques par rapport à ce qu'on a pu apprendre, notamment, bah, voilà, sur l'accompagnement autour des émotions, c'est quelque chose qui a été vraiment mis en avant, ces dernières années aussi. Donc c'est vraiment ce côté en fait qu'on retrouve aussi chez Reggio Emilia, c'est qu'en fait pour eux, accompagner un enfant c'est pas une science exacte, c'est pas, quelque chose de figé dans le temps. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et c'est pour ça que je disais qu'il y avait pas de méthodologie à proprement parler, sur Reggio Emilia, parce qu'en fait, ça évolue avec le temps. Ça évolue avec ce qu'on apprend sur l'enfant et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et puis dans tout ça, bah, comme vous l'avez pu, le mettre tout à l'heure, l'enfant est maître de son exploration. Lui, c'est vraiment l'enfant est au cœur de tout. Tout commence par une question: «Qui est l'enfant? Où est-ce qu'on situe l'enfant? Comment on accompagne l'enfant?» L'enfant est vraiment au centre de tous les débats. Et quand je dis qu'il est au centre de tous les débats, c'est vraiment cette idée aussi de, en fait, on essaie de concevoir au maximum un environnement qui permet de l'accompagner au mieux et de répondre au mieux à ses besoins. Heu, voilà, il y a une certaine époque quand même, l'enfant était encore vu comme un objet, un petit adulte, un être à façonner. Là, dans la pédagogie de Reggio Emilia, on n'est pas du tout dans cette perspective-là. On est vraiment dans une notion, heu, bah, beaucoup plus, on va dire valorisante, beaucoup plus, ou qui considère beaucoup plus l'enfant, parce qu'on part du principe que l'enfant a des compétences dès la naissance et ça, c'est extrêmement important. Alors même si maintenant la notion contemporaine de l'enfant, elle résulte, d'un long héritage, hein, scientifique, juridique et culturel où, l'enfant a des droits et on l'accompagne, voilà, c'est l'idée vraiment là dans Reggio Emilia, c'est vraiment cette idée que dès la naissance, en fait, l'enfant, il est compétent. Il se construit, il a des compétences et vraiment on est là pour lui offrir l'environnement le plus riche possible pour lui permettre de justement développer ses propres compétences. L'idée dedans, en fait, c'est un peu bah, de voir notre image à nous qu'on a en tant, qu'on a l'image qu'on a d'enfant parce qu'on l'a construit à travers chacun nos propres histoires, notre vécu et l'idée là, c'est de réussir à identifier ces représentations pour qu'elles influencent le moins possible, en fait, les comportements des enfants. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'inconsciemment, on transmet, en fait, justement des et on peut guider les enfants, dans certaines, utilisations de matériaux, ce côté aussi, bah, entre guillemets «faire à la place de l'enfant», qu'on peut entendre aussi beaucoup. Cette idée, c'est de où est-ce qu'on situe l'accompagnement de l'enfant? À quel moment on intervient dans le jeu de l'enfant aussi? Et c'est toute cette question-là qui est abordée aussi avec la pédagogie de Reggio Emilia, parce qu'elle place l'enfant au centre, justement, de son développement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
L'idée, c'est que oh, pardon. Heu, c'est que l'enfant, il est vraiment un être assez sensible et unique. L'idée, c'est que il va vivre plein d'expériences, qu'elles vont être variées et que là, à ce moment-là, c'est que l'adulte respecte et reconnaît à chaque fois chacun de ses instants, sans les dénigrer, sans les juger. Il l'accompagne dans ces actions-là. Est-ce que ça vous ferait pas un peu écho avec, ce qu'on a à l'heure actuelle dans notre référentiel de: «On accompagne l'enfant dans ses émotions». On est un peu dans la même continuité. Et ben, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on accompagne l'enfant. En fait, on part du principe tout simplement, que, l'enfant, il a une opinion, on le prend en compte, et en fait, on c'est une forme de respect mutuel et réciproque qui se crée dedans. C'est qu'en fait, on part du principe tout simplement que l'enfant, dans son développe on l'accompagne pour qu'il se développe à son rythme, selon ses intérêts, selon, comment il évolue dans l'environnement, et puis, il faut pas oublier quand même que l'enfant, il apprend par l'action, par l'expérience, par ce qu'il est en train de vivre. Et que, c'est en des fois, il va être face à des difficultés. Quand je dis des difficultés, c'est pas forcément, avec une notion de risque derrière. Ça peut être des difficultés tout simplement, il fait une colonne de cubes, elles tiennent pas en équilibre et il va devoir trouver le bon équilibre pour ça. Puis il va fonctionner par essai-erreur et en fait, au fur et à mesure, il va réussir à développer des compétences grâce à ça. Heu Voilà, je vois qu'il y a eu quelque chose pour, le laisser faire sans le limiter. Oui, en fait, c'est aussi toute l'idée derrière cette pédagogie, c'est de réussir à l'accompagner, sans le côté de trop intervenir. Et en fait, ce que je trouve, personnellement extrêmement intéressant dans la pédagogie de Reggio Emilia, c'est qu'il part d'un principe très simple, qui est que l'enfant est naturellement curieux. Et qu'en fait, à partir du moment où on part du principe que l'enfant, il est naturellement curieux, c'est qu'en fait, il va lui-même, en fait, aller découvrir tout ce qui l'entoure. Et il va en apprendre des choses. Il va apprendre ce qu'il y a, au niveau de la nature, de l'extérieur, que le vent, il y a du bruit, la pluie, enfin que ça fait du bruit si on met certains éléments, et en fait, par cet élément un peu, spontané de l'enfant, il va réussir à construire ses propres compétences. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de partir du principe que l'enfant, en fait, il est compétent au début et qu'il a des choses aussi à nous apprendre sur ce principe-là. C'est qu'en fait, il a déjà plein de ressources cognitives, affectives et sociales et c'est d'ailleurs, tout ce que nous présente en fait, tout simplement les neurosciences à l'heure actuelle et qu'en fait, c'est pas un réceptacle vide qu'on doit remplir. C'est pas un bol vide qu'on remplit d'eau pour, dedans en fait, c'est que, l'enfant lui-même, il a des choses extrêmement intéressantes et comme je le disais, voilà, il est naturellement curieux en fait. Et ça, c'est un point très intéressant parce que si on part du principe que l'enfant est naturellement curieux, Heu ça en fait, on va dire, ça contre ce côté de surstimulation, tout simplement. Ça parce qu'en fait, l'enfant va réussir à trouver, heu, ou explorer de plein de façons différentes un même objet. Et c'est un peu tout ce côté-là, c'est de réussir à offrir, en fait, des éléments, autour de lui, qu'il va pouvoir explorer et qu'il va pouvoir faire seul. Et que nous, on est là, en fait, pour, observer comment ça se passe. C'est lui offrir un environnement avec des objets, des couleurs, des textures, qu'il peut manipuler, avec lesquels il peut jouer, il peut créer des choses avec. Et c'est vraiment tout ce principe-là. C'est qu'en fait, l'enfant, c'est comme un chercheur. Il explore, il se questionne, il expérimente, il formule des hypothèses. Et ça, en fait, on l'observe bien à certains moments, avec les enfants. Je trouve que l'exemple qui est vraiment bien par rapport à ça, c'est notamment tout à l'heure je vous disais les cubes de bois. Quand on a des morceaux de bois qui ont pas toute la même forme, on se rend bien compte qu'ils testent et puis, là d'un seul coup il y a un triangle, il pose un élément dessus, ça glisse et il va essayer de trouver peut-être un autre élément. En fait, c'est tout ce côté de chercheur, il fait l'hypothèse, il teste et ça paraît tout bête, mais en fait, en offrant à l'enfant la possibilité de faire ça, il est en train de regarder, il est en train, entre guillemets, «de faire des maths», tout simplement et c'est assez impressionnant quand on y réfléchit. Donc c'est aussi tout ce côté-là, c'est que se dire que l'enfant, comme il est curieux naturellement, il a toujours ce désir un peu de comprendre le monde autour de lui, le monde relationnel aussi, avec les autres enfants et que c'est un peu quand même le premier acteur de son éducation. C'est le premier acteur qui va être vraiment
dans son développement aussi. Ce qui est un point très important et qui est essentiel, c'est que l'enfant apprend à son rythme. Et ça, c'est assez essentiel parce que c'est vraiment ce côté, bah, voilà, il apprend à son rythme, seulement selon son intérêt, selon ses propres manières d'apprendre, sa liberté de choisir et en même temps, bah, on reprend cette notion de respecter le rythme de l'enfant. Heu, je sais pas vous, mais moi en structure, en tout cas, ça m'arrivait très régulièrement d'échanger avec les familles, notamment sur cette question de, bah, un bébé, on essaie de bah, on le met pas en position assise, on l'accompagne pour qu'il puisse savoir s'asseoir tout seul derrière, qu'il sache se retourner tout seul. Mais on est sur ce côté-là aussi de respecter le rythme de l'enfant. Il va l'apprendre, il va le savoir, il va le faire naturellement. C'est juste peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas ce qui lui est la chose la plus primordiale. C'est aussi par exemple, enfin voilà, c'est vraiment ce principe-là, c'est que c'est vraiment l'individu qui est au centre et pas le groupe. Et quand je dis pas le programme, alors ça peut paraître un terme très scolaire, pas le programme. Bon, pour rappel, Reggio Emilia est un principe de base d'école, mais en fait, pas le programme, c'est aussi ce côté de, c'est pas forcément ce que nous on a prévu. Ça peut être des fois, bah, on observe les enfants, je vais donner un exemple, tout bête. Heu, Ce matin, on avait prévu avec les enfants de faire de la peinture, mais là, ce matin, ils ont une énergie débordante assez extraordinaire. On se rend compte qu'ils ont besoin de bouger. Bah, pourquoi on n'irait pas faire un tour dans le jardin plutôt que faire de la peinture aujourd'hui? Pour aller, voir ce qui se passe dehors et qu'ils puissent justement s'exprimer librement dehors. En fait, c'est aussi ça, c'est réussir à trouver cette, de pouvoir s'adapter au rythme de l'enfant et à ce qu'on observe. Heu, L'idée aussi derrière tout ça, bah, c'est comme là Loris Malaguzzi le dit, c'est que l'enfant a une pensée qui dialogue, une pensée qui interprète et une pensée qui exprime. C'est vraiment ce côté de, en fait, bah, il sait faire plein de choses et il faut réussir à l'accompagner dedans et ça, c'est essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Après, il y a la question de le rôle du professionnel et ça, vous allez voir que je pense que c'est quelque chose qui peut extrêmement vous intéresser parce que ça touche directement à notre posture. Heu, Notre rôle, de professionnel dans la pédagogie de Reggio Emilia, c'est qu'on est un guide, mais pas une autorité. Tout simplement dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, on a à apprendre nous aussi de l'enfant et on est des co-apprenants de l'enfant. On a des choses à apprendre de l'enfant aussi. Donc ça joue un rôle clé, en fait, dans ce processus d'accompagnement. C'est vraiment le professionnel, les professionnels doivent apprendre à j'aime beaucoup cette phrase de Loris Malaguzzi: «Les professionnels doivent apprendre à être silencieux pour écouter ce que les enfants ont à dire». Mais des fois, ce que l'enfant a à dire, c'est pas forcément que des paroles, c'est aussi des gestes, des façons de s'exprimer dans l'espace, des mouvements, en fait, il y a plein de façons de s'exprimer et je trouve ça assez intéressant parce que ça questionne aussi cette question de, d'intervenir dans le jeu de l'enfant, et de des fois couper son action. Là, l'idée, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, comme je disais avant, l'enfant, il fait plein de questions essais-erreurs et là, l'idée, c'est pas forcément d'imposer une réponse tout de suite, une réponse tout de suite à une problématique. C'est de montrer sa présence, de dire qu'on est présent et qu'on est là avec l'enfant et de le laisser faire ses propres hypothèses, ses propres idées. C'est vraiment cette question de guide sans trop d'intervention. C'est en fait vraiment encourager l'enfant à se questionner, cette notion un peu de guide. J'ai un collègue qui disait, il aimait bien cette perception-là. Il disait: «C'est un peu comme le guide de montagne». Il disait, bah, un guide de montagne, il va vous dire, il va vous accompagner, mais si vous devez monter à la corde, il va pas le faire à votre place. Vous allez devoir réussir à le faire. Par contre, il va vous donner si vous êtes en difficulté, il va vous aider et bah, là, c'est à peu près le même principe. C'est vraiment si je pouvais faire un comparatif, ça serait un peu aussi ce côté de, le professionnel, c'est un guide attentif. Qui sait se mettre en retrait pour laisser l'enfant explorer, tout en étant assez présent pour l'accompagner en fonction de ses besoins. C'est justement cette nuance de positionnement qui est essentielle. Donc en fait, c'est un petit changement de posture, en fait, c'est de pas être, une autorité qui sait, du coup, parce qu'en fait, on est un guide attentif, donc on est co-apprenant avec l'enfant. Hem, on n'est pas forcément quelqu'un qui donne automatiquement les réponses.
on peut aussi poser des questions aux enfants. C'est aussi cette question de l'évaluation des résultats. Hem, Cette évaluation de résultats, ça peut être aussi ce côté, quand des fois on fait des propositions de production, où on doit faire de telle façon, une action. C'est plus, bah, offrir cette liberté à l'enfant, d'explorer comme il le veut ce moment-là aussi et être observateur de ce qu'il fait à ce moment-là. Et que c'est ce côté de quand je dis exécutant d'un programme, c'est aussi, bah, voilà, si jamais vous avez prévu quelque chose, c'est cette flexibilité qu'il faut réussir à avoir, pour, bah, pouvoir s'enrichir de toute cette opportunité, de un peu de cette créativité des enfants. Heu, Moi, je trouvais ça assez, je sais que moi, j'ai souvent été aussi avec des enfants qui avaient, 2 ans, 2-3 ans, qui parlaient bien, et moi, j'adorais que quand je commençais heu, à à discuter avec eux, souvent, je trouvais qu'ils vivaient des aventures incroyables. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'ils avaient des week-ends incroyables. Ils partaient à l'autre bout du monde. Bah, j'aimais bien des fois de dire aux autres enfants: «Bah, est-ce que vous voulez écouter l'aventure de, bah, Arthur aujourd'hui?» Parce que du coup, il a des choses à nous raconter à part, et on va vivre tous ensemble une aventure. Et en fait, c'est aussi, bah, voilà, rebondir sur ce que l'enfant peut nous offrir à ce moment-là, le valoriser en même temps, par cette action. Et puis, en fait, on se rend compte que les autres enfants, bah, ils se prêtent vite au jeu aussi, hein, à ce moment-là. On vit tous une magnifique aventure. Donc c'est aussi, voilà, c'est observer avant d'intervenir. Donc c'est comme je le disais, c'est ce côté, observer, les interactions, les comportements pour comprendre les besoins, les intérêts et les questionnements. Et ce processus d'observation, bah, ça permet aussi de justement avoir les projets les plus adaptés à chaque enfant. Alors quand je dis des projets, bah, justement, ça peut être les projets que vous allez mettre en place durant la semaine nationale de la petite enfance. Ça peut être les projets que vous avez durant toute l'année. Ça peut être des propositions d'ateliers ou d'activités que vous faites aux enfants. En fait, c'est toute cette notion-là d'ajustement, qui est extrêmement, intéressante et qui permet de vraiment s'adapter au rythme de l'enfant. Et puis des fois, c'est intéressant de provoquer un peu des occasions aussi. Donc cette provocation d'occasion, ça peut être par plein de choses. Ça peut être, bah, vous voyez, là, je vous ai mis, des propositions, proposer des expériences qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, un aménagement de l'espace qui a changé. Alors bien sûr, en gardant certains, espaces, pour cette question de sécurité, de repères, mais des fois, c'est intéressant bah, dans l'espace construction, bah, on n'a plus les mêmes objets de construction, on en a des nouveaux. Ou, c'est voilà, réussir à trouver des petits points qui peuvent justement amener à une nouvelle exploration. Et du coup, bah, il faut pas hésiter, hein, tout cette côté d'improvisation, de s'adapter, c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est extrêmement, important, dans notamment aussi, dans Reggio Emilia, et c'est pour ça aussi tout à l'heure je vous parlais, du processus de production, c'est qu'il y a pas de résultat derrière. C'est qu'il y a pas de résultat. Il y a pas de jugement de c'est réussi ou pas. C'est qu'en fait, l'exploration de l'enfant est assez riche pour qu'on puisse la valoriser. Et je trouve que cette notion de résultat, elle est aussi très intéressante parce que ça ne ça ne conditionne pas l'enfant à une exploration. Hem, j'utilisais des fois cet exemple de, quand on fait une proposition, avec les enfants de, heu, aujourd'hui on va faire du dessin. L'enfant, il va venir avec nous, il va prendre le crayon, il va faire un trait, 2 traits, il va faire: «C'est bon, j'ai fini». Parce que pour lui, en fait, ça a été un moment aussi de il y a une proposition, je veux surtout pas la louper parce que, peut-être qu'aujourd'hui il y aura quelque chose de nouveau. Heu et puis il y a ce côté de OK, donc je suis venu, je sais que si je suis venu que je fais rien, bah, c'est dommage. Je vais quand même faire 2 traits. On va si jamais peut-être que ça aurait pu, justement, l'amener dans une autre dynamique et faire d'autres choses, un dessin ou autre. Et puis il a testé. Bon, bah, pas de chance, aujourd'hui ça correspondait pas à ce qu'il avait envie, donc il va partir faire autre chose. Moi aussi là, en fait, ce côté-là de permettre à l'enfant d'aller faire autre chose, bah, c'est en fait aussi respecter son rythme à ce moment-là et de se dire: «Bah, bon, aujourd'hui, c'était pas ça». Et puis, bah, si aujourd'hui c'était pas ça, peut-être que en fait le crayon, il l'a déjà expérimenté et qu'en ce moment, bah, il a l'impression de l'avoir vu sur toutes ses formes et bah, si on changeait d'outil aujourd'hui? On faisait pas avec des crayons, on faisait avec autre chose. Et c'est un peu ce côté-là aussi de
provoquer des occasions. C'est: «Allez, on va voir si on peut pas avoir une autre proposition». Et bah, justement dans cette question de posture, voilà, on revient sur cette question de co-apprenant où l'adulte, en fait, apprend de l'enfant autant que l'enfant apprend de lui. Heu, et là, c'est aussi ce côté de les conflits, les désaccords, ils sont valorisés dans la pédagogie de Reggio Emilia, et ils sont assez essentiels même dans la construction de la connaissance parce qu'en fait, ça part du principe de: ça dépend comment on interprète un conflit ou un désaccord. Est-ce que le conflit et le désaccord, c'est que quelque chose de négatif et du coup, bah, oui, on essaie de l'éviter, ou on part du principe qu'en fait, c'est un moment aussi de négociation entre les enfants et où en fait, ils apprennent à, justement à vivre ensemble, à avoir la parole de l'autre, à, bah, collaborer aussi ensemble, et puis, bah, justement, à ne plus être seul et que en fait, ce côté, collaboratif, pas d'accord, bah, des fois, ça peut amener à d'autres expériences. Moi, des fois, je trouvais ça assez fou, même ce côté, discussion, parce que du coup, avec les enfants qui parlent, on l'a très rapidement, avec, qu'ils indiquent bien le nom, ça souvent on l'a très rapidement. Mais moi, je trouvais ça aussi assez fou ces discussions qu'on avait des fois entre les bébés, 2 bébés qui sont face, l'un à l'autre et on a l'impression qu'ils se comprennent, de façon assez extraordinaire, ce dialogue et des fois on a presque l'impression qu'ils sont pas d'accord entre eux et pourtant qu'ils se comprennent totalement et que ça les f et moi, ce que je trouvais assez extraordinaire souvent à la fin de ça, c'est qu'ils rigolaient ensemble, ils riaient ensemble. Donc c'est aussi ce côté un peu, de collaboration que je trouvais extrêmement intéressant et qui est assez important. Et puis, bah, comme je le disais, c'est un contexte, assez, particulier à Reggio Emilia parce que c'est toute la communauté, toute la ville, les parents qui sont impliqués dedans. Donc les parents, ils sont pas du tout vus comme des personnes juste qui déposent leur enfant et fin, de la relation. Ils sont vraiment vus comme des partenaires, des vrais partenaires. C'est et bah, là, je vous ai mis, c'est pas des spectateurs de théâtre, on va dire, c'est vraiment des vrais partenaires. Et on retrouve notamment cette notion avec cette implication de la coéducation, qui est derrière, très explicite. L'idée, c'est que c'est vraiment des partenaires actifs. En fait, ils observent pas que, ce qui se passe. Mais eux, quand je dis que c'est quelque chose de plus poussé aussi dans la participation, c'est qu'en fait, ils participent tout simplement dans même la prise de décision. Par exemple, à Reggio Emilia, parce que, dans les lieux, pour les enfants, en fait, les parents, les conseils de parents arrivent dès la petite enfance et en fait, eux-mêmes, ils sont là dans les décisions. Ils sont là pour s'impliquer dans, bah, les projets qui vont être mis en place, dans la collecte des matériaux, dans, bah, cette année, ça va être quoi, notre axe de réflexion, pédagogique ou, notre thématique? Bah, les parents eux-mêmes, en fait, participent à cette décision-là. En fait, c'est une grosse dynamique qui sont mis dedans, du coup, qui facilite aussi justement, bah, la reconnaissance de leur rôle, la mise en avant de la relation qui est ensemble, de aussi, ce qu'on que, bah, c'est vraiment des partenaires, donc on a des choses à apprendre des parents, mais les parents aussi ont des choses, du coup, à apprendre de nous. Et du coup, bah, cette prise de décision commune facilite énormément cette co-construction. Après, c'est comme toute chose, c'est des relations qui reposent vraiment sur la confiance et le respect mutuel, et on sait que voilà, la confiance est quelque chose de très, c'est quelque chose qui se crée dans le temps. Ce pourquoi je dis que là, c'est vraiment un contexte aussi particulier, c'est que l'école, les lieux ont été créés avec les parents de base. Donc la place des parents est déjà réfléchie. Essentiel dedans et c'est pour ça que voilà, c'est quelque chose aussi, de pour eux, très essentiel, cette place du parent. Et puis, bah, pour les parents, là, vous allez, sûrement reconnaître, bah, des choses que nous, on fait déjà aussi. Il y a la question de cette documentation, mais elle est un peu différente. Parce que nous, on a l'habitude justement de cette question de documentation avec notamment, bah, les transmissions, raconter ce que l'enfant a pu faire dans la journée, que ça soit par des photos, par des anecdotes. Mais là, à Reggio Emilia, ils vont un peu plus loin, parce que justement, comme je vous ai dit, ils se positionnent énormément en retrait. Donc ils ont beaucoup plus de temps d'observation et du coup, ils peuvent, vraiment identifier même des fois des petites phrases, sur chaque action. Et du coup, ça permet en fait vraiment aux parents de comprendre, encore mieux l'expérimentation des enfants et d'y apporter un regard eux-mêmes extérieur. Là, par exemple, je vous ai mis, une forme de documentation de ce que eux ils ont fait.
En fait, c'est des grands panneaux où ils prennent en photo, c'est des photos qui viennent de là-bas. J'ai un collègue qui avait pu y aller, donc il m'a gentiment, donné ces photos. Heu en fait, ils font des panneaux où ils mettent en valeur l'action des enfants. Donc là, par exemple, bah, c'était, des girafes. Donc ils ont mis en avant justement le dessin de la girafe. Ils mettent justement la phrase que l'enfant, avait pu dire sur son dessin et c'est mis en valeur parce que c'est à l'entrée de l'école, mais c'est aussi toute la ville qui peut le voir. C'est à l'entrée du musée. C'est que la place de l'enfant, elle est vraiment au centre de tout et c'est ça aussi qui permet de créer du lien. C'est que du coup, il y a vraiment une dynamique plus globale qui se fait autour. Hem Donc l'enfant, il est vraiment au centre, c'est lui qui est un peu, voilà, qui harmonise le tout et que le parent, il joue vraiment un rôle actif dans la structure parce qu'il il perçoit vraiment la continuité. Alors là, je vous ai mis scolaire, mais c'est parce que voilà, de base, Reggio Emilia, c'est les écoles, en tout cas en Italie, dans le principe de base, mais qui a été justement mis aussi, vers la petite enfance. Et en fait, ça permet une continuité entre la vie familiale et la vie scolaire, mais entre la vie, familiale et l'accueil, du jeune enfant. Souvent, c'est un peu cette image aussi qu'on peut dire, la sphère familiale et la sphère d'accueil du jeune enfant, elle peut pas être complètement distincte parce qu'en fait, on se rend bien compte que ça influence l'enfant. Si un enfant a passé une mauvaise nuit, on sait qu'aujourd'hui, il va être plus sensible aux émotions. Il va être plus sensible à ce qui va interagir dans son environnement. Donc on peut pas faire cette fracture et c'est ça aussi qui est mis en avant dans la pédagogie de Reggio Emilia. C'est toute cette implication-là. Donc c'est vraiment ce côté de ce sentiment d'appartenance qui est vraiment mis en avant. Et du coup, bah, c'est vraiment ouvert sur tout le monde. Donc que ça soit les artisans, les associations, les parcs, les voisins, c'est vraiment ils participent avec tout le territoire, quel qu'il soit. Et ça, bah, du coup, ça permet aussi à l'enfant, bah, de découvrir d'autres choses. Parce que du coup, les professionnels s'autorisent plus facilement à aller au parc, à avoir d'autres intervenants extérieurs, ce genre de choses. Et puis ça permet d'autres rencontres. Donc, au niveau de la richesse dans l'environnement, c'est encore plus important. Loris Malagudi, lui, il disait comme ça: «La structure ne doit pas être un lieu de séparation, mais un lieu d'interaction où les enfants apprennent à connaître le monde». Apprennent à connaître le monde. C'est vraiment ce côté-là. C'est que la structure, le lieu d'accueil, quel qu'il soit, heu, n'est pas refermé sur lui-même, mais permet une ouverture vers le monde et c'est assez beau, je trouve, comme perception. Et puis l'un des points essentiels du coup pour Loris Malaguzzi, heu, bah, c'est aussi la question de l'environnement. Quand je dis l'environnement, c'est l'environnement, l'aménagement de l'espace, l'architecture, vraiment l'environnement dans lequel évolue l'enfant. Parce que pour lui, cet environnement, en fait, c'est le troisième éducateur. Donc il y a le parent, le professionnel, l'enfant, hein, qu'on n'oublie pas, et l'environnement derrière. Parce qu'on se rend bien compte que cette question de l'environnement, elle influence derrière l'enfant. Aussi bien dans son exploration que nous dans son accompagnement, vraiment ça a une influence. Donc vraiment, lui, Loris Malawoudi le disait, «L'environnement doit agir comme un aimant pour l'enfant, l'invitant à explorer, à s'interroger et à dialoguer avec les autres». Bah, ça, en fait, l'environnement, c'est un peu, vous savez, quand on commence à réfléchir le matin à la mise en place bah, de la salle dans lequel on va accueillir l'enfant, cette question, quand on dit de faire de la mise en scène, de le mettre en scène, que ça soit l'espace symbolique, quand on fait des jeux de construction, de peut-être faire une construction. C'est ce côté, en fait, inviter l'enfant à venir explorer. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis, je pensais aussi aux partenaires intergénérationnels comme des actions avec des maisons de retraite. Tout à fait. À Reggio Emilia, comme je disais, c'est vraiment tout le monde qui est mis en relation, parce que eux, ils disent la communauté entière. Donc c'est aussi les personnes âgées et c'est ça aussi, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de passerelles qui seraient possibles, et qu'il y a pas de «fracture» entre guillemets, entre chaque tranche d'âge, chaque catégorie d'âge, on pourrait dire. C'est vraiment ce côté de lien qu'il y a entre chacun. Et du coup, bah, cet environnement, lui, c'est que rien n'est placé au hasard. Tout est fait pour inviter à la recherche, à l'exploration. Donc que ça soit la lumière, les couleurs, les matériaux, tout est réfléchi. Tout est réfléchi pour que ça soit comme une sorte de mini laboratoire. Alors là, vous voyez, par exemple, je vous ai mis une photo, où eux, alors là, c'était, dans l'école, ils étudiaient, les fruits et les légumes
Et alors après, voilà, il y a cette question de manipulation des fruits et de ce qu'on en fait. Mais là, en fait, eux, ils étudiaient l'impact du temps sur les fruits et les légumes. Cette notion du temps, qui est très dure qui est très dure à palper et que on n'a pas dès la petite enfance. Et en fait, ils regardent l'évolution des fruits et des légumes dans le temps. Et en fait, c'est des tables de recherche qu'ils font comme ça. Donc tout est vraiment pensé pour que l'enfant rentre en relation avec son environnement. C'est vraiment, et quand je dis rentre en relation, c'est tout est réfléchi, même de façon esthétique, à, la question de l'épanouissement de l'enfant et l'envie de s'investir dedans. C'est que les choses sont faites pour que ça soit lisible et que l'enfant puisse totalement déjà se projeter dans cette question d'exploration. Là, typiquement, quand je disais la documentation, je vous ai mis je vous présente différentes photos. Là, par exemple, c'est l'entrée, hem, du centre Reggio Emilia où en fait, bah, ils ont pu mettre l'une des propositions des enfants. Alors là, c'était pas la petite enfance, c'était les enfants de l'école qui avaient appris à faire des origamis, mais c'était pour montrer la mise en avant de leur travail. C'est vraiment qu'en fait, ils mettent en avant, ces éléments-là et l'idée de mettre en avant, cet espace-là, c'est, vraiment dans l'entrée, même l'entrée est un endroit à utiliser et on peut l'utiliser de plein de façons différentes, que ça soit avec des objets du quotidien, les souvenirs de maison, les jeux, les espaces de transition, tout peut être utilisé comme espace et mis en avant, comme un espace de relation, parce que c'est ça qui est mis en avant, cet espace de relation. C'est que l'entrée, en fait, c'est un excellent endroit pour, par exemple, amener à la discussion autour de ce que les enfants ont pu faire. Et puis en même temps, moi j'ai toujours été impressionné par les enfants avec leur capacité, d'avoir de petits trésors. Que, d'un seul coup, on part se balader avec les enfants et quand on revient, d'un seul coup, ils ont les poches pleines de petits cailloux, de branches, d'écorces et c'est leur petit trésor à eux, et ça, bah, justement, c'est aussi, bah, les valoriser ces petits trésors et de pouvoir les partager avec les autres enfants et en faire d'autres propositions derrière. Puis après, il y a la question d'atelier. Donc lui, l'atelier, c'est vraiment cette question de laboratoire. Donc vous voyez, on retrouve cette notion un peu, d'esthétique, de mise en avant du matériel, et c'est que là, dans ce laboratoire-là, on peut avoir plein de choses, de l'argile, de la peinture, du bois, des objets recyclés. Dans la pédagogie de Reggio Emilia, si vous vous souvenez, au tout début, je disais, il y avait, du coup, les professionnels de la petite enfance et les ateliéristas. C'est vraiment quelque chose propre à Reggio Emilia, cette combinaison et en fait, les ateliéristas, en fait, c'est des artistes, c'est des professionnels de l'art qui sont présents pour les enfants et leur faire des propositions, justement autour de l'art. Alors après, c'est des propositions, j'ai envie de dire accessibles, hein. C'est pas, ils leur demandent pas de peindre la Joconde demain. Mais c'est des fois de leur offrir la possibilité, la matière brute avec des objets du quotidien. Voilà, de l'argile avec des pommes de pin. C'est en fait faire des propositions et eux qu'ils aient leur regard d'artiste. Et puis bien sûr, bah, l'extérieur. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui avait mis, utiliser des éléments naturels. Bah, c'est ça aussi, utiliser des éléments naturels, mais aussi profiter de l'extérieur. C'est de se dire que le jardin, de l'eau, de la terre, les plantes, tout est un vrai, vecteur d'exploration pour l'enfant. Heu, je pense qu'on a tous vu des enfants, passionnés par regarder d'un seul coup, plein de fourmis passer devant eux, ou, une chenille, sur un arbre. Voilà, regarder des fois les insectes, les plantes, les fleurs. Voilà, c'est vraiment ce côté que c'est se dire qu'on essaie de faire aussi un peu rentrer la nature à l'intérieur pour que ça soit une extension des fois, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc avec, bah, des fois justement des rondins de bois, des écorces, ce genre de choses, pour offrir à l'enfant aussi la possibilité d'explorer ça en permanence. D'où cette question d'espace aussi un peu, typique. Voilà, par exemple, je vous ai mis un autre exemple, bah, c'est, l'utilisation de feuilles. Faire entrer la nature à l'intérieur. Puis ça paraît tout bête, mais en fait avec ces feuilles-là, bah, justement, i on se rendait compte qu'il y avait pas les mêmes couleurs, qu'elles avaient pas les mêmes textures, et que, bah, c'est un peu cette notion de temps encore qui est abordée à ce moment-là. C'est assez visuel
Et c'est vraiment que c'est pas figé, c'est que ça se transforme en permanence. Là, ils sont partis dehors avec les enfants, ils ont ramassé des feuilles, bah, ils les ont réunies après par couleur, parce qu'on sait qu'en plus les enfants à une certaine période du développement, ils aiment beaucoup le tri aussi. Donc c'est aussi, voilà, les faire participer à la création de propositions et après, bah, ils transforment et ils participent dans tout ce processus de, rangement, de mise en avant, mise en place et autres derrière. C'est que c'est vraiment un espace vivant. Il y a beaucoup de choses aussi autour des matières, recyclées, notamment dans la pédagogie de Reggio Emilia, c'est cette matière un peu libre, non structurée. Donc c'est un peu ce côté de, l'enfant il a pas forcément, cette perception de l'utilisation de l'objet, directement. Typiquement, bah, un stylo, son premier réflexe, ça va pas forcément d'écrire tout de suite. Bon, sauf s'il vous a observé, X fois en train d'écrire les transmissions, ce genre de choses, bah, lui, il va essayer de vous imiter à ce moment-là. Mais on se rend bien compte que l'enfant, des fois, il prend un stylo, d'un seul coup, il tape sur le sol, sur le meuble, puis sur le mur, bah, ça fait pas le même bruit. Puis vous avez un deuxième stylo, mais il fait pas le même poids, il teste et donc l'idée c'est offrir en fait des d'autres matières, comme des pierres, des bouchons, des tissus, coquillages, morceaux de bois. Tant que c'est sécurisé pour l'enfant, tout va bien. Donc l'idée c'est vraiment ce côté-là de offrir en fait, d'autres objets aux enfants pour développer toute leur créativité, toute leur flexibilité cognitive et leur autonomie autour de ça. C'est, de pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir des objets, on va dire plus neutres, autour de ça. Donc bah, voilà, la nature, c'est un parfait terrain de jeu au niveau matière, matière brute, entre le jardin, les forêts, la terre, l'eau, c'est vraiment, j'ai envie de dire un vivier d'apprentissage sans fin pour les enfants, et que c'est extrêmement intéressant parce qu'en plus, ça encourage tout leur côté de la curiosité et du développement de l'entièreté de leur sens. Et puis l'autre gros principe de Reggio Emilia, c'est les 100 langages. Je vous en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure et c'est vraiment un principe assez important de Reggio Emilia. Les 100 langages, c'est la diversité des façons dont les enfants peuvent s'exprimer. Les 100 langages, en fait, pour l'enfant, c'est vraiment autant de façons de penser, d'exprimer et de comprendre le monde qui est autour d'eux. C'est cette possibilité de et puis on se rend bien compte que, nous aussi, on en a plein de façons, d'échanger. En fait, on valorise surtout une, qui est la verbalisation. Mais en fait, on se rend bien compte qu'il y en a plein d'autres. Heu, Regardez quand vous êtes avec des amis et que, vous pouvez avoir un regard complice sans qu'il y ait aucun mot, mais vous vous êtes compris. C'est ce côté-là, c'est une forme de langage, mais qui est pas verbale. Puis cette forme de langage, elle peut être exprimée de plein de façons, par la danse, par, d'autres milieux artistiques. C'est vraiment ce côté de diversité, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir justement offrir la possibilité à l'enfant, bah, d'un peu toutes les expérimenter en fait, à ce moment-là. Donc c'est vraiment cette question des 100 langages qui est un de ces principes fondamental, un de ses principes fondamentaux, pardon, dans sa pédagogie, qui est vraiment cette question de mise en avant, de l'enfant et de toute cette diversité de mots. Pour comprendre d'où vient un peu ce mot, sans langage, en fait, ça vient d'un poème qu'il a écrit, heu, où il disait: «Pas question, les sens sont là». Et en fait, ce poème, il affirme vraiment que les enfants possèdent une infinité de moyens de s'exprimer, de communication, de jouer, de rêver, d'inventer et il dénonce en fait un peu des fois l'accompagnement trop strict qui les fait se refouler. Heu, je m'excuse pour la faute, juste là. C'est vraiment ce côté pour lui, c'est vraiment qu'il exprime plein d'idées, que ça soit, quand je disais tout à l'heure, bah, voilà, autour du dessin, de la sculpture, de la musique, heu enfin plein de concepts autour de ça et que l'idée, c'est vraiment que l'enfant, il a une infinité de façons de s'exprimer. Et c'est extrêmement intéressant parce que quand on part du principe qu'il a plein de façons de s'exprimer, bah, c'est de façon de s'exprimer, de penser, de communiquer, de jouer, de parler, de rêver, de comprendre, de s'émerveiller aussi de ce qu'il a autour de lui et du coup, c'est vraiment, réussir à affirmer qu'on apprend qu'il est impossible, j'aime bien cette phrase-là en tout cas, qu'il est impossible d'apprendre pour l'enfant sans jouer, sans imaginer et sans expérimenter autour de lui. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'au bout du compte, quand on accompagne l'enfant, il fait il on il
beaucoup de choses sont des formes de jeu, d'expérience, d'expérimentation. Donc en fait, il ne peut pas faire sans. Donc c'est aussi tout l'enjeu, c'est de lui offrir la possibilité de s'exprimer de plein de choses, par une grosse diversité de choses, de moyens. Alors, il y a pas de liste à proprement parler, hein, de ces 100 langages, c'est une métaphore. Je suis pas sûr que je pourrais vous dire les 100 activités les 100 cases à cocher, hein, pour ça. Mais voilà, c'est comme je le disais, il y a plein de façons différentes de s'exprimer, quelles qu'ils soient. L'idée, c'est plus de valoriser l'entièreté de cette expression-là. Hem, donc il y a quelques langages qui peuvent être explorés et c'est pour ça que je voulais quand même vous en donner quelques exemples. Bon, il y en a pas 100, hein. Je me suis pas prêté à l'exercice d'essayer d'en trouver 100, mais je vous en ai donné quelques-uns, par exemple, plus pour les arts visuels, parce que c'est aussi très ce côté artistique que nous, on essaie de mettre en avant aussi avec l'association, donc ce pourquoi je vous en parle aussi à ce moment-là. C'est, bah, tout ce qui est le dessin, la peinture, bah, le collage, la sculpture. La photographie, ça peut être plus complexe avec les enfants qu'on a, mais vous pouvez vous y prêter, au jeu, en tant que professionnel, la modélisation, voilà. Les arts du corps, bah, la danse, le théâtre, les mimes, les marionnettes, le jeu dramatique, enfin, je trouve ça extrêmement intéressant, vous savez, quand on a les marionnettes sur doigt, les enfants, quand eux-mêmes commencent à se les approprier, ça peut être extrêmement intéressant aussi. Puis la construction, donc là, bon, l'architecture, on peut le mettre justement avec tous les jeux de bois, d'assemblage, de robotique, ce genre de choses et le langage sonore. Bah, là, la musique, le chant, la percussion, à petite dose, sinon, nous-mêmes, on ne survit pas à cette période de percussion et tous les sons quotidiens aussi, pour moi qui sont assez intéressants, bah, voilà, moi, je trouve ça extrêmement important aussi que les enfants entendent les sons du quotidien, que ça soit les bruits des voitures, le bruit d'une tondeuse, le chant des oiseaux, en fait, tout ce qui nous entoure, autour de nous. C'est aussi, bah, voilà, voir dans quel environnement on évolue, à ce moment-là et puis des fois, on est plus attentif à d'autres sons que d'autres, et puis il y a des choses qui marquent. Typiquement, Heu, je pense que c'est assez récurrent, on va dire, ce côté de, bah, c'est agréable de se faire réveiller par le chant des oiseaux plutôt qu'un coup de klaxon dans la rue. Il y a aussi ce côté-là aussi de où est-ce qu'on trouve du plaisir dans les sons et ainsi de suite. Bah, voilà, sur les ateliéristes, c'est vraiment, des spécialistes dans l'art. Ils sont pas là, pour enseigner des techniques d'art, pas du tout, mais c'est vraiment pour donner à l'enfant des outils pour penser et représenter leurs idées. Quand je dis des outils, par exemple, quand tout à l'heure je vous disais, bah, un enfant peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas avec un crayon qu'il avait envie de tester, bah, c'est que peut-être aujourd'hui on va faire de la peinture avec des branches, ou aujourd'hui on va faire de la peinture avec des balles. Aujourd'hui, on va faire de la voiture avec les roues de voiture. Heu, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, moi il y a un atelier que j'adore faire mais qu'il faut réussir à mettre en place, c'est, par exemple, prendre des ballons d'hélium, auxquels on accroche un fil et on met un stylo, un feutre, un crayon, un pinceau, ce que vous voulez au bout et en fait, les enfants peuvent courir dans la pièce et en fait, les ballons les suivent et en fait, ça fait des traces au sol. Moi, j'adore faire ça parce que du coup, l'enfant peut faire une trace, mais en actionnant tout son corps. Et j'adore ce côté-là parce qu'en fait, c'est avec le mouvement, c'est avec le vent, c'est plein de subtilités qu'on peut faire comme ça aussi avec les enfants et c'est des propositions différentes. Parce que du coup, il y a cette curiosité-là, mais qu'est-ce que c'est ça en fait? Puis il va tester et il va lui-même trouver des solutions. Heu et bah, voilà, chaque matériau parle son pro un langage propre. Donc c'est aussi, bah, voilà, offrir une diversité de matériaux, de matières pour que l'enfant puisse explorer plein de façons différentes. D'où le rôle ici de l'Atelierista qui est là, pour proposer différents matériaux, différents matériaux, outils ou autres, pour offrir à l'enfant d'explorer encore plein de choses différentes et de plein de façons différentes. La documentation, donc je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, et en fait, moi je trouve ça aussi très important pour, notre métier dans la petite enfance. C'est la documentation, c'est rendre visible ce qui autrement serait invisible et je trouve ça assez intéressant parce que des fois heu, on fait plein de choses pour les enfants, mais en fait inconsciemment on l'invisibilise parce que, bah, c'est notre quotidien
Et en fait, cette documentation, en fait, rend visible tout ce qu'on fait comme proposition aux enfants, l'intérêt que ça a pour les enfants aussi. L'Atelierista travaille en binôme avec les professionnels. Tout à fait. Dans Reggio Emilia, ils travaillent ensemble. En fait, souvent, même dans la question de l'aménagement de l'espace, il y a un espace atelier où l'Atelierista est entre guillemets «à charge», de cet espace atelier parce que c'est là où il y a plus de matériaux, créatifs. Mais ils travaillent vraiment ensemble, en binôme. C'est vraiment un travail de collaboration entre les 2, parce que, bah, justement, il y a cette connaissance de l'art, cette connaissance de l'enfant et ils fusionnent justement leurs connaissances pour offrir le plus de propositions, possibles aux enfants. Et du coup, eux, ce qu'ils documentent et ça, je trouve que c'est assez intéressant, c'est pas forcément le résultat, c'est ce que l'enfant a fait. Je trouve ça assez intéressant parce que du coup, c'est pas potentiellement, ce que l'action finale, que l'enfant il va faire, c'est, bah, comment il l'a fait. Ça se trouve, enfin bon, moi je trouve ça incroyable des fois les enfants qui sont avec les gommettes, surtout les tout petits, et qu'ils ont du mal à le décoller de leurs doigts et tout le processus qu'ils font pour le décoller de leurs doigts et le coller sur une feuille, bah, je trouve ça assez incroyable et du coup, c'est ça qu'ils mettent en avant. C'est tout ce questionnement de l'enfant, les hypothèses qu'il peut se formuler, les interactions avec les autres enfants, bah, du coup, tout le cheminement, qu'il peut avoir derrière et ça, je trouve ça assez intéressant parce que du coup, ça change, hem, le point d'observation, et même derrière, bah, ce qu'on véhicule auprès des familles derrière, ça va pas forcément être, bah, aujourd'hui on a fait un dessin et voilà le dessin. Ça va plus être potentiellement, aujourd'hui on a fait un dessin avec tel matériau et d'ailleurs, il l'a pris de telle façon en main, c'était assez impressionnant, et en fait on va changer le point de vue. On va passer sur vraiment l'exploration de l'enfant que sur le résultat. Hem et du coup, bah, comment on peut documenter? Parce que ça aussi, c'est voilà, c'est un point, je vous ai dit, l'idée c'est que vous puissiez avoir quelques pistes quand même. Heu, Bah, eux, ils le font de plein de façons différentes. Des fois, eux, c'est des journaux de bord, donc les professionnels notent au fur et à mesure les observations, pendant des moments clés. Des fois des photos, vidéos aussi, ils en font beaucoup, dans les processus d'action, d'expression, d'interaction. Hem et après, bah, c'est, mettre en avant vraiment toutes les constructions des enfants. Et du coup, ils les conservent et ils les présentent. Ils les mettent en valeur. En fait, ils ont régulièrement l'habitude de faire des formes d'exposition, hem, de ce que font les enfants. Avec l'accord des enfants, bien sûr, mais ils ont l'habitude de faire un peu l'exposition de ce qu'ils font. Je crois que je vous ai mis, justement, juste après, une photo justement, d'une des propositions. Et du coup, à qui ça sert vraiment cette question de documentation? Bah, c'est pour les professionnels justement pour ajuster un peu leurs pratiques, construire des projets, réfléchir en équipe, puis, bah, valoriser les propositions. Pour les familles, bah, c'est de mieux comprendre en fait tout ce qui se joue à ce moment-là, suivre l'apprentissage de leur enfant, renforcer aussi cette question de partenariat, hem et en fait, bah, pour l'enfant, bah, de le valoriser tout simplement et de montrer, comment il avance, comment il grandit et reconnaître, bah, sa montée, on va dire, en compétences, derrière. Heu Donc c'est vraiment un défi, hein, je vous le cache pas, hein, cette question de documentation, c'est pas quelque chose de simple à faire parce que ça demande du temps, de la rigueur, c'est d'être attentif. Donc c'est pas qu'un coup d'outil quand là je vous disais photo, vidéo, journal de bord, je dis pas que c'est simple, loin de là. Loin de là. C'est vraiment un enjeu, hein, derrière, c'est vraiment, un vrai défi. Mais l'idée de cette documentation-là, c'est vraiment, bah, offrir la possibilité de rendre visible, ce que font les enfants et de les accompagner au mieux et que ça soit le plus fin possible derrière. Heu, je voulais quand même vous donner quelques exemples. Je vous ai mis s'inspirer sans copier parce que comme je vous disais, Reggio Emilia, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc c'est s'inspirer et il y a plein de choses qui évoluent et qui, peuvent se transposer, au fur et à mesure. Donc bah, en fait, l'idée de Reggio Emilia, c'est que c'est vraiment une approche. Heu, Elle peut pas être reproductible à l'identique. Parce que comme je vous ai dit, elle est arrivée dans un contexte, historique particulier, dans une ville où c'était toute une communauté qui était derrière, et qui a pas une méthode Reggio Emilia à appliquer telle quelle, avec du matériau spécifique, avec un programme spécifique. Donc on peut pas dire: «Allez, demain on fait du Reggio Emilia à 100%, on veut tous aller là-dessus». On va s'inspirer de la pédagogie Reggio Emilia,
Et justement, c'est se l'approprier derrière aussi pour qu'elle nous ressemble et que ça fasse part aussi à tout ce qu'on peut connaître. Ce qu'on peut transposer, en fait, c'est toute cette question de la posture qu'on peut avoir vis-à-vis de l'enfant. Moi, que je trouve très intéressante. La place de l'adulte comme, justement co-apprenant, l'importance qu'on peut avoir de l'environnement, comment il est pensé pour l'enfant. Tout ce côté documentation aussi parce que, ça nourrit notre pratique, ça nourrit ce qu'on transmet aux parents, puis ça permet, d'ajuster justement ce côté d'accompagnement des enfants et toute cette question d'ouverture aux familles. Les clés vraiment de Reggio Emilia, c'est un peu l'esprit scientifique, en fait. C'est que, en fait, la pédagogie, elle est pas faite au hasard. Elle s'appuie, en fait, sur, scientifiquement, ce qui se passe au niveau du développement de l'enfant et ça évolue, je l'ai mis de façon rigoureuse parce qu'eux, ils le font vraiment de façon très rigoureuse. Mais en fait, c'est ce que nous, on fait aussi, en fait, dans notre quotidien. C'est que, voilà, on a appris que dans les neurosciences, pour l'enfant, par exemple, les émotions, c'est quelque chose de complexe. On l'a beaucoup plus véhiculé, on le comprend beaucoup mieux. Du coup, on a ajusté notre pratique là-dessus. C'est vraiment une question de posture, en fait. C'est vraiment réussir à s'inspirer derrière pour, pouvoir, au mieux, l'adapter. Et puis, voilà, quand même quelques idées d'installation, de propositions qui peuvent faire référence à Reggio Emilia. Donc, atelier de récupération tout simplement. Donc, avec des matériaux, boutons pas trop petits, plus gros qu'une pièce de 2 €. Évitons tout risque. Des coquillages, pierres pareilles, voilà. Les disposer vraiment de façon accessible et attrayante. Donc quand je dis accessible et attrayante, souvent moi je prends l'exemple de, quand vous rentrez dans un magasin, si tout est mis dans un bac et que vous devez fouiller, vous allez peut-être le faire au départ et puis au bout d'un moment, ça va pas vous attirer, vous allez passer à autre chose. Alors que si vous arrivez dans un magasin et que tout est bien disposé, votre regard va être directement attiré par un élément et que vous allez pouvoir plus facilement, en fait, vous projeter dedans. Pour l'enfant, en fait, c'est exactement la même chose. C'est rendre l'espace assez attrayant, assez esthétique pour que l'enfant puisse distinguer directement, le matériel qu'il y est à sa disposition et comment il va pouvoir l'utiliser derrière et que ça soit assez accessible. Donc c'est vraiment cette question-là, c'est vraiment une invitation derrière aussi d'exploration libre, sans consigne stricte. Quand je dis sans consigne stricte, c'est aussi ce côté de pas forcément dire: si vous prenez bouchon et pierre, la pierre, on la met dans le bouchon. Bon, pas de chance, l'enfant va pas pouvoir expérimenter de plein de façons différentes. Ça se trouve, il le fera et je pense qu'il le fera assez naturellement, mais il va peut-être faire d'autres choses qui pourront en plus nous étonner derrière. Donc c'est vraiment, voilà, encourager l'enfant dedans et que ça, en fait, l'objectif, c'est plus de penser de façon créative pour développer derrière, plein de compétences chez l'enfant, que ça soit la motricité fine, l'autonomie, flexibilité cognitive. C'est vraiment ce côté-là. Et en fait, on se rend compte qu'avec une proposition toute simple, on peut déjà faire de magnifiques choses. Après, c'est les sorties dans la nature, hein. Heu Parce que, sortir au parc ou en forêt, c'est un moment où on peut observer, ramasser des feuilles, des branches, des fleurs, observer les insectes, écouter le bruit des oiseaux, du vent, et derrière, quand je dis une œuvre collective, avec les matériaux récoltés, c'est comme tout à l'heure, je vous disais les petits trésors. Moi, j'ai toujours été étonné de quand on arrivait, là, les enfants me fait: «Mais tu sors ça d'où?» Et là, ils ont, un tas de feuilles dans leur poche, ils ont 4 5 cailloux et c'est de se dire: et si on les utilisait en fait ces matières-là?» Allez, on va faire des choses ensemble et du coup, on se rend compte qu'on arrive à développer, toute la conscience autour du vivant, l'observation, enrichir vraiment, cette perception sensorielle et créative et on va réussir à en faire des choses assez intéressantes. La documentation, je vous ai donné aussi un exemple, c'est par exemple un enfant qui construit une tour, elle tombe, il recommence, teste, s'observe. Justement là la posture c'est, potentiellement le professionnel photographie ce processus, note les hypothèses que l'enfant fait. Typiquement, il avait un cube, un triangle, il a mis le triangle, ah pas de chance quand il met un autre cube dessus ça glisse. Il s'est rendu compte que ça glisse donc il a enlevé le triangle, puis il a mis un autre cube et il a remis le triangle dessus pour avoir le bon équilibre. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau processus, c'est extrêmement intéressant parce que ça valorise tout son processus. Il y a pas forcément cette question de résultat derrière, mais en fait, ça fait vraiment ce pont-là de, heu, waouh, l'enfant, en fait, il a réussi à faire ça naturellement et du coup, on arrive sur ce côté de si on veut projeter ça plus loin, en fait, il a juste fait des maths à ce moment-là. Il a fait des tests. Donc c'est assez impressionnant.
Ou bah là, voilà, atelier de l'Atelierista, parce que je voulais vous donner un exemple de ce que ça pouvait être. Là, je vous ai mis un exemple typique de ce qu'eux, ils peuvent faire, mais attention, c'est un exemple typique avec des un peu plus grands, parce que vous voyez, il y a des fils de fer, donc je vous conseille pas forcément de mettre du fil de fer, mais voilà, il y a l'argile, de la peinture, du papier, du bois à disposition. En fait, là, il n'enseigne rien, il fait que la proposition, il observe, il accompagne. En fait, là-dedans, c'est que l'enfant, en fait, il commence à modeler, voilà, il fait ce qu'il veut, en fait, dedans. Il commence à faire une composition, une conversation entre les différents éléments avec l'adulte, et l'adulte, il note, il se questionne, en fait, comme fait l'autre professionnel, comme fait le professionnel, mais là, sous son regard d'artiste, et du coup, il accède à de nouvelles formes de langage par cette proposition. Mais du coup, nous-mêmes, on peut le faire dans notre quotidien avec ce principe-là. Là, justement, je vous ai mis un exemple. Là, par exemple, c'était une proposition d'un atelieriste, du coup, où il a fait des propositions avec des objets blancs. C'est des choses qu'on peut faire, nous aussi, en structure, avec, entre guillemets, des journées à thème, avec des objets bleus, avec des objets rouges, avec des objets blancs. C'est juste que là, il a pris tous les objets blancs, il les a réunis et il les a mis en scène. Voilà. Qu'est-ce que l'enfant va en faire derrière? Je pourrais pas vous le dire. Mais là, l'idée, c'est on offre la possibilité à l'enfant d'aller explorer et d'utiliser ce matériel comme il le souhaite aussi derrière. Donc voilà, ce qu'on peut en retenir vraiment, c'est qu'il y a pas de programme à appliquer, il y a pas de façon, claire et nette. Je peux pas vous dire: «Bon, demain, si vous voulez faire du Reggio Emilia, c'est comme ça et pas autrement». C'est absolument pas l'idée de la pédagogie de Reggio Emilia. C'est vraiment, plus une posture, c'est une façon d'être avec l'enfant, d'écoute, d'observation, de faire confiance, d'apprendre à ses côtés, vraiment, qui est mise en avant. Donc c'est vraiment la posture, le regard envers l'enfant, heu c'est de se dire, bah, qu'est-ce que l'enfant va pouvoir explorer? Qu'est-ce qu'on lui offre comme expérience à ce moment-là? Est-ce que ça correspond aussi à ses intérêts ou pas? Et de pouvoir faire des ajustements derrière. Valoriser ses langages. Là, vous voyez, c'est une autre proposition que les enfants avaient fait avec de l'argile. Donc c'est aujourd'hui offrir de l'argile, de la musique, voilà, et chaque enfant peut la façonner comme il le souhaite et en faire ce qu'il veut derrière. Penser l'espace, donc là, c'est vraiment la question plus de l'aménagement de l'espace, regarder son environnement avec un œil neuf, donc qu'est-ce que cet espace, il invite à faire? Justement, bah, l'espace, construction, il invite à faire ça comme construction, mais est-ce que je peux pas mettre d'autres objets qui permettent ce même principe de construction? Ou qu'est-ce qu'il interdit? Sans le dire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans cet espace? Parce que chaque espace, on se rend bien compte qu'il y a un message. Typiquement, pour vraiment, pour vous donner une perception de ça, par exemple, quand on dit l'espace calme, souvent l'espace où il y a des livres, à ce moment-là, on dit: «Non, mais dans l'espace libre, on court pas. Là où il y a des livres, on court pas, c'est l'espace calme». En fait, on se rend bien compte qu'on a créé un espace qui présente un interdit, tout simplement. La documentation, là, justement, je vous ai mis une autre forme de documentation. Vous voyez, ils ont fait de la peinture sur papier bulle. Donc ils ont pris en photo l'enfant, ils ont mis, son œuvre à côté, avec une petite phrase de ce qu'il avait dit, et ils l'ont et justement, c'est pour, ce côté documentation, de partager avec les familles et justement qu'il y ait une trace de ce que l'enfant fait. L'un des principes, du coup, vous l'aurez bien compris, c'est faire confiance à l'enfant. Ça reste pas juste dans l'envie de le corriger, le guider, lui enseigner, c'est vraiment laisser l'enfant aussi des fois se tromper, recommencer, découvrir ce qui est autour de lui, et que l'enfant comme l'adulte, bah, c'est 2 chercheurs en fait à ce moment-là, dans son ensemble. Une petite phrase de Loris Malagoudi justement qui nous disait que Reggio Emilia, c'était pas un modèle à copier, mais une approche à adapter et à transformer en fonction des contextes. C'est pas moi qui le dis du coup, c'est vraiment lui. C'est pourquoi je vous dis, il y a pas de méthode, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à s'approprier. Et je finirai là-dessus, c'est que l'enfant, c'est vraiment un être compétent, unique et qui est créateur de ses propres apprentissages. Je trouve que c'est assez important de vraiment ce côté-là, de se dire que l'enfant, il est maître aussi de ce moment-là, de ses intérêts et de toute façon, on s'en rend bien compte. Quand il a quand on lui fait une proposition et qu'il a pas envie, il va plus le faire pour nous faire plaisir que dans son intérêt à lui. Donc c'est aussi ça derrière. Je sais pas si vous avez du coup des questions?
Je vois que j'ai fini à 50. Comme ça, on a le temps d'échanger ensemble. Ça, c'est génial. Donc, si certains d'entre vous ont des questions, ou des remarques, ou même des expériences à partager qui qui ont fait écho avec ce que j'ai pu dire, bah, n'hésitez pas à ouvrir le micro, à écrire dans le fil de conversation. Moi, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent. Et vous avez vu quand même que même dans cette pédagogie de Reggio Emilia, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, même dans des choses qui nous cadrent nous au quotidien, on va dire avec la charte nationale ou référentiel national de la qualité. On retrouve plein de notions en fait dedans. Cette question de documentation, pour la continuité avec les familles, on l'a aussi. Cette question de la place de la nature, respecter le rythme de l'enfant. C'est des choses qu'on a déjà, et qu'on fait. Mais là aussi, voilà, c'est, y mettre un autre sens potentiellement derrière, une autre approche, à ce moment-là. Hop, Et ce que je trouve vraiment très intéressant, Monsieur Matiasco, c'est justement la mise en lumière de ce qui est déjà pratiqué dans les structures petite enfance ou en accueil individuel à partir d'une pédagogie comme celle de Reggio Emilia. Et je trouve ça vraiment, enfin, votre intervention extrêmement intéressante et en tout cas, je vous remercie beaucoup. bah, merci. Oui, parce qu'en fait, enfin, c'est sûr que des fois, quand on a des pédagogies comme ça qu'on connaît pas forcément, on a l'impression que c'est très loin de notre pratique, qu'on va devoir tout reprendre à zéro. Mais alors pas du tout. Au contraire, il y a des choses qu'on fait déjà. Des fois, c'est juste que du coup, ça nous offre une autre approche, une autre perception, des fois Mm. plus subtile sur certains points. Et puis, bah, ça donne du sens aussi tout simplement à ce qu'on fait. Et puis ça permet de plus facilement le valoriser aussi, au quotidien. Donc c'est ça aussi. Après, si certains d'entre vous, il y en a certains qui disaient qu'ils en avaient déjà entendu parler, mais connaissaient pas forcément beaucoup plus ou ce genre de choses, pas d'inquiétude, c'est totalement normal. Reggio Emilia est vraiment très peu connu, pour une raison assez simple. Les ouvrages de Loris Malaguzzi, ils sont pas traduits en français à l'heure actuelle. Il y a que 2-3 ouvrages qui sont en français, qui sont une forme d'interprétation de sa pédagogie. Donc c'est ce qui fait aussi la difficulté de sa diffusion, on va dire, mais qui est pourtant extrêmement intéressante et en fait on la retrouve partout dans le monde. Ça c'est vraiment un principe qu'on retrouve vraiment partout, hein, quel que soit dans le monde, ça soit en Italie, bah, parce que d'où il vient, mais que ça soit en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, enfin vraiment, il s'en inspire un peu partout, parce que justement, c'est un principe assez intéressant de revenir sur le rythme de l'enfant à ce moment-là. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit justement, pas vraiment de questions, mais vraiment merci, c'était super, bah tant mieux, parfait. Si j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations ou que ça a pu vous correspondre, c'est génial. Moi, j'adore réaliser des ateliers avec le recyclage. Les enfants nous épatent dans leur utilité, leur imagination. Je travaille aussi beaucoup autour de la nature qui permet vraiment à l'enfant de se construire, de s'inventer. Merci beaucoup pour votre conférence qui nous consolide dans notre approche. C'est ça, hein. L'idée, c'est, comme je le disais, c'est que, en fait, vous allez vous reconnaître dans certaines choses que vous faites. Et ça, c'est vraiment important, derrière ça. Euh, c'est aussi, voilà, se dire que ça a du sens, ce que vous faites. C'est vrai, ça et que ça a un réel intérêt pour l'enfant. Et puis, bah, comme vous l'avez dit, hein, des fois, on s'en rend pas compte, mais mettre des fois des matériaux recyclés ou autres qu'on a l'impression qui est pas grand-chose, en fait, c'est déjà incroyable, pour l'enfant. Tous les ans, on essaye de vous le transmettre un peu aussi avec les fiches ateliers, où on essaie de rester assez simple et des fois plus complexe. Mais on essaie de le faire justement avec des matériaux aussi, bah, assez nobles, avec du bois, de la paille, ce genre de choses, pour montrer qu'on peut le faire aussi avec des choses simples et que en fait, il faut. Moi, j'ai envie de dire, c'est déjà le pari gagné quand on s'émerveille de ce que font les enfants à ce moment-là. Ah, je vois des propositions en pleine nature, une journée en totale immersion. Ah bah, je peux que vous encourager à ça. Moi, je trouve ça incroyable. Pour tout vous dire, on essaye de faire, nous aussi, on essaie de voir ce qu'on peut faire avec ce côté nature avec les enfants.
On a un projet dans nos petits papiers qu'on adorerait mettre en place, qu'on a appelé l'inventaire des nuages. C'est faire avec les enfants l'inventaire des nuages. Parce qu'on trouve, enfin, on se disait que nous, en tant qu'enfants et même en tant qu'adultes, des fois, on regarde les nuages, ça nous fait penser à des formes, des choses comme ça. On trouverait ça assez drôle, assez sympathique aussi voilà, de se dire, bah, on va regarder tous les nuages. Donc, hop, des nouvelles pistes. Ouais. Bah, je vous avoue qu'il y a pas beau. Je voudrais bien vous dire qu'il y a beaucoup de références niveau livre ou autre sur Reggio Emilia, mais il y en a que très peu. Moi, j'en connais deux principaux par rapport à ça. Je peux vous les montrer. Hop, et hop. Voilà. Les deux principaux que je peux vous montrer, celui-là, c'est l'un des premiers qui était sorti. C'est celui-ci. Je vais enlever le floutage, sinon vous allez pas bien voir. Hop. C'est celui-ci. Qui est assez intéressant, qui est un des premiers livres qui est sorti sur Reggio Emilia, mais qui est assez récent, hein. C'est de Adeline Chono et Kevin Rebecci. Mais quand je vous dis qu'il est assez récent, il date de 2020. Et pour moi, c'était l'un des premiers qui parlait vraiment de Reggio Emilia. Et sinon, il y en a un autre qui est vraiment bien, qui est plus petit, donc qui peut être plus accessible aussi, et plus rapide si jamais. C'est un livre qui est de la collection Essentielle. Je vais montrer le mauvais. Hop. Qui est de la collection Essentielle, qui est Reggio Emilia, une pédagogie innovante de Loris Malaguzzi, d'Adeline Charnot. Euh, Celui-là aussi est assez intéressant. Alors l'autre est plus long, mais parce qu'il y a plus de détails, notamment avec les familles au quotidien. Celui-ci, vraiment plus court, parle vraiment du principe derrière Reggio Emilia, comme on a pu le voir aujourd'hui. Donc ces deux-là sont assez intéressants et à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ou sinon, en fait, quand vous allez entendre parler de Reggio Emilia dans les livres, ça sera des courts paragraphes ou des petits chapitres. Parce que bah, malheureusement, les ouvrages de Loris Malaguzzi ne sont pas traduits à l'heure actuelle. Et après, sinon, je pense qu'il doit y avoir d'autres conférences ou ce genre de choses en ligne, mais là, déjà, ensemble, on a vu déjà beaucoup de points sur ce principe de Reggio Emilia. Et on a Ah, une super. personne par rapport aux parents aussi qui Ouais. écrit, ça c'est bien. Oui, bah, c'est vrai que Reggio Emilia, c'est vraiment quelque chose un peu de spécifique parce que l'école a été construite avec eux à l'époque, donc ils sont complètement impliqués dedans. Mais quand moi je dis justement, c'est quelque chose en fait, c'est qu'on peut redonner du sens. C'est ce côté en fait, de les impliquer dans des fois des prises de décision, dans la récupération de matériel, dans des projets. C'est une autre posture aussi d'implication à ce moment-là. On a une Euh, demande, Monsieur ouais. Mathiasco, éventuellement de noter sur le fil de conversation Alors. voilà, les auteurs par rapport au du livre présenté. Alors, je vous note tout de suite le premier ouvrage. Je vous mets les deux informations essentielles qui est Adeline Charnot, collection essentielle, c'est celui-ci, qui est plus petit mais qui a vraiment tous les éléments sur Reggio Emilia, qui est assez intéressant. Et l'autre ouvrage qui est plus complet, euh, mais du coup qui est un peu plus conséquent au niveau lecture, qui est euh, encore Adeline Charnot, mais cette fois-ci avec un confrère qui est Kevin Rebecci. Je vais vous mettre le nom de l'ouvrage parce que la collection, je ne la connais pas celle-ci. Ça doit être une collection indépendante. Je vais vous mettre le nom directement de l'ouvrage. Ça sera beaucoup plus simple, qui est Reggio Emilia, une pédagogie innovante de la petite enfance. Donc voilà, et vous voyez, je vous avez dit, il y avait deux ouvrages. Sur les deux ouvrages, c'est la même autrice. Donc, Ok. pour vous montrer que c'est quand même pas quelque chose avec une grande diversité
littérature à l'heure actuelle parce que bah, malheureusement, il n'y a pas de traduction. On espère qu'il y en aura à un moment donné parce qu'on pense qu'on pourrait apprendre encore plein de choses assez extraordinaires par rapport à ça. Euh, On a et en tout bon. fait, Oui. avant de, je vois que, bah, parce que je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être commencer à devoir partir. Ce qui fait la difficulté aussi, pourquoi il y a peu de documentation, c'est que, comme je vous ai dit, c'est une science vivante, du coup, qui est reproduite un peu partout dans le monde, mais en fonction des contextes dans lesquels ils évoluent. Donc, si on est en Argentine, aux États-Unis, ils font pas la même version de Reggio Emilia, ce qui fait la complexité aussi d'avoir des ouvrages, des revues par rapport à ça. Mais du coup, la seule chose que je peux vous dire, bah, c'est réussir à vous approprier cette perception de Reggio Emilia pour le mettre en place auprès des enfants, pour votre posture, comme vous le souhaitez. Parce que je pense que ça peut être passionnant, aussi bien pour vous que pour l'accompagnement des familles. Et puis, bah, je vous dis, ça rentre aussi en continuité totalement avec les propositions qu'on peut vous faire durant la semaine, avec cette question du trio, s'ouverture vers l'extérieur, impliquer les familles. Donc, vous voyez que ça ne vient pas de nulle part non plus, cette philosophie qu'on peut avoir autour de la semaine. Euh, et, euh, et donc, bah, je vous remercie en tout cas pour tout ce temps que vous avez pu nous accorder. Ben voilà, pour conclure, merci beaucoup, Monsieur Maciasco, pour cette conférence pédagogique extrêmement intéressante. Et puis merci aux participants. Et voilà, j'espère, et c'est ce que je lis dans les commentaires, que vous partez avec de nouvelles idées à mettre en pratique. Et ça, c'est vraiment super. Ben, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée et encore merci pour votre participation. Bah, merci Au à revoir. tous. Bonne fin de journée à tous. Et puis, bah, je vous souhaite aussi, j'en profite, une excellente semaine nationale de la petite enfance à venir. Oui, vous avez raison, Monsieur Matthiasco, puisque cette conférence pédagogique faisait partie, bien sûr, de la semaine de la petite enfance. Oui, oui. Et moi, en tant que référente petite enfance à la CAF, je vais suivre votre semaine de la petite enfance avec grand intérêt au niveau des structures. Merci Merci, à bonne tous. soirée. Bonne soirée et bonne fin de semaine à tous. Merci.